Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de cette édition, adoption du décret portant approbation des statuts de l'École des métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. C'est l'une des mesures prises ce mercredi en Conseil des ministres par les membres du gouvernement. Dans un monde en pleine mutation où les repères socio-moraux évoluent rapidement, la question de la virginité prend de l'ampleur. Entre valeurs religieuses et choix individuels, le sujet demeure sensible et profondément personnel. Némi Dera s'est intéressée au sujet. Vous suivrez ce reportage dans cette édition. Hors du Bénin, la République centrafricaine organise un quadruple scrutin le 28 décembre prochain, dont la présidentielle. 7 candidatures sur 10 ont été validées par le Conseil constitutionnel, dont celle du président sortant, Faustin Archange Touadéra, qui brigue un 3e mandat consécutif. À nouveau, bienvenue à vous dans cette édition. Le gouvernement réuni en Conseil des ministres ce mercredi, sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon, a adopté au titre des mesures normatives le décret portant approbation des statuts de l'École des métiers, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Au titre des communications, le Conseil a décidé de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée dans le cadre de projets de construction d'infrastructures sanitaires, la construction de bureaux au profit des services de la direction des impôts et la construction d'une aire de jeu de proximité à Parakou. Dans un monde en pleine mutation où les repères sociaux et moraux évoluent rapidement, la question de la virginité prend de l'ampleur. Entre valeurs religieuses et choix individuels, ce sujet demeure insensible, demeure plutôt sensible et profondément personnel. Pour mieux comprendre les enjeux qui l'entourent, nous nous sommes interrogés à la question. Suivez plutôt. Non, je ne suis pas vierge. Non, vierge parce que beaucoup H. Longtemps considérée comme un symbole d'honneur et de pureté dans plusieurs communautés, la virginité occupe aujourd'hui une place nuancée. Dans certains milieux, elle reste un repère moral lié au respect de soi et aux enseignements religieux. Dans d'autres, elle est comme un choix personnel. Je cherchais quelqu'un à qui me confier complètement, mais pas de me livrer partout quand même. Quelqu'un qui va me dévierger, mais la personne sera en fait mon mari. Dans les églises et les milieux confessionnels, la virginité avant le mariage est souvent présentée comme un acte d'obéissance à Dieu et une manière d'honorer son corps. Notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les jeunes filles, permettez-moi, en Christ, qui doivent mener une vie de virginité. Même nos garçons, je pourrais dire que doivent aussi mener une vie de virginité entre griffes, parce qu'il y a un autre mot pour eux. Et qui doivent rester puceaux, n'est-ce pas, jusqu'au mariage. Et donc, c'est un don, un cadeau, une grâce immense de voir des frères et sœurs n'ayant pas connu d'hommes, n'ayant pas connu de femmes, et qui se sont convertis en tant que tels. Ils doivent maintenir, hommes comme femmes, jeunes filles comme jeunes garçons, une vie de virginité jusqu'au mariage. Fidèle aux Saintes Écritures, l'homme de Dieu parle aussi de comment vivre la sanctification à l'image du Christ. La sanctification est morale. La sanctification est vestimentaire. La sanctification doit se mener dans tous les domaines, dans tout ce qu'il y a comme paradigme de conduite chrétienne que nous devons adopter à tous égards. Et donc, nous ne devons pas stigmatiser seulement nos sœurs pour dire qu'elles ne vivent pas dans la virginité jusqu'au mariage. Nos jeunes frères, les jeunes gens, doivent de même vivre une vie d'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Entre convictions spirituelles, choix personnels et réalité contemporaine, la virginité demeure un sujet complexe mais essentiel. Qu'elle soit vécue comme un engagement moral, une décision spirituelle ou individuelle, elle mérite d'être abordée avec respect, maturité et responsabilité. On poursuit l'édition. Le pasteur Christophe Dewanou de l'église Foursquare de Sikekoji s'est exprimé au micro de la TVMB sur la manière dont les femmes et les jeunes filles devraient se présenter à l'église. Entre recommandations bibliques et réalités sociales, il précise la position de l'église et appelle à un équilibre entre décence et compréhension.
Dans Deutéronome chapitre 22, verset 5, la Bible dit: une femme ne portera pas des habits d'homme, ni un homme des vêtements féminins, car l'Éternel a en abomination ceux qui agissent ainsi. Et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, nous dit ceci: ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Donc, suivant ces deux passages, nous pouvons dire que Dieu nous conseille ou est intéressé sur notre habillement. Ça veut dire tout ce qui ressemblerait à cette façon d'habiller peuvent être ainsi en abomination à l'Éternel. Et Paul dit que notre corps doit être un corps saint, comme le Saint-Esprit habite en nous. Dieu regarde l'intérieur, oui, mais l'homme doit veiller sur son esprit et contrôler et ne pas se laisser influencer. Nous avons l'habitude déjà, à partir de l'école de dimanche, à partir de la classe des membres, à enseigner sur nos confessions. Et nous avons un point sur nos confessions qui parle de la modération en toutes choses. Alors, arrivé à ce niveau, nous parlons de la modération en habillement. Eh bien, autre élément dans cette édition, Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Certains enfants de Dieu pensent qu'il suffit de naître de nouveau et la présence de Dieu restera active en eux pour toujours. Suivons ce reportage sur les différentes stratégies pour cultiver la présence de Dieu. Sinatou Aouadjovi écrit de défi. La présence de Dieu, c'est Dieu qui se rend proche, réel et actif dans la vie de l'homme. Le Créateur, étant très respectueux de la liberté humaine, n'accorde sa présence qu'à celui qui entre en alliance avec lui par la nouvelle naissance. Cependant, la présence active de Dieu n'est pas un acquis. Il faut la cultiver pour la garder constamment. Il existe des personnes nées de nouveau qui se livrent à cet exercice et en parlent. Pour avoir aussi une certitude de la présence de Dieu, pour développer, il faut d'abord la foi. Parce que la Bible nous dit que sans la foi, il nous est impossible de l'être agréable. Donc Dieu ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui ne croit pas en sa présence. Donc c'est d'abord la culture de la foi qui vient d'abord de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu, qui nous renforce maintenant dans la foi en Dieu. Et là, on est assuré que oui, on n'est pas seul, que Dieu est là. La parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la nuit et jour. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, par la méditation de sa parole chaque jour, nous sommes dans sa présence. Par la prière aussi, et en fréquentant une communauté, parce que tu ne peux pas, lorsqu'un enfant est né, il doit être nourri. Donc tu ne peux pas rester seul dans ton coin et te nourrir. Bon, cette vie-là, je la cultive quotidiennement avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, la prière, l'adoration, la louange, et avoir une vie de sanctification également.
Le révérend Mathias Tossavi expose davantage de moyens par lesquels nous pouvons cultiver la présence active de Dieu. Il faut nécessairement, n'est-ce pas, une repentance authentique. Une repentance authentique voudra dire que on ne peut pas vouloir Dieu en nous et collaborer avec le péché, parce que le péché non confessé empêche la communion avec Dieu. Et il faut aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Et dans la dynamique de pouvoir cultiver la présence de Dieu, il est important que nous puissions avoir une vie constante de prière. Dans Jacques 4, le verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Allons maintenant hors des frontières béninoises. En interactualité, nous parlerons de la République centrafricaine qui organise un quadruple scrutin le 28 décembre prochain, dont la présidentielle. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le M23 soutenu par le Rwanda fait apparition dans la ville stratégique d'Ulvira. Et puis en Italie, Matteo Salvini est à nouveau devant la justice dans le dossier du blocage des migrants en mer. L'actualité en bref porte la signature de Némi Dera. Couplée aux législatives, aux régionales et aux municipales, l'élection présidentielle centrafricaine est fixée au 28 décembre prochain. 7 candidatures sur 10 ont été validées par le Conseil constitutionnel, dont celle du président sortant Faustin Archange Touadéra, qui brigue un 3e mandat. 2 anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Henri-Marie Dondra, sont également candidats. Les 3 candidatures rejetées l'ont été pour des raisons administratives ou juridiques, compte tenu de leur double nationalité franco-centrafricaine pour Dologuélé et congolo-centrafricaine pour Dondra. La validation de ces candidatures est perçue comme une décision répondant à des impératifs plus politiques que juridiques. Certains observateurs estiment que cette initiative vise d'abord à apaiser les tensions tout en rassurant les bailleurs de fonds qui réclament un scrutin inclusif. Le M23 soutenu par le Rwanda et son armée a pénétré mardi dans les faubourgs du Vira, ville stratégique de l'Est de la RDC située aux portes du Burundi voisin, mettant en mal un accord pour la paix récemment entériné sous les auspices de Washington. Cette nouvelle percée du groupe armé antigouvernemental M23 qui affirme défendre les intérêts des populations Tutsi de la région intervient près d'un an après l'offensive éclair qui avait permis avec ses alliés rwandais de s'emparer entre janvier et février des 2 grandes villes de l'Est de la République démocratique du Congo, Goma et Bukavu. Depuis mars, le front s'était relativement stabilisé et des pourparlers avaient été engagés ces derniers mois. Jeudi dernier, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont ratifié à Washington un accord visant à mettre un terme au conflit et qualifié de miracle par le président américain Donald Trump. Ce 11 décembre, Matteo Salvini comparaît devant la Cour de cassation dans le cadre de l'affaire de blocage en mer durant près de 3 semaines du navire de l'ONG espagnole Open Arms avec 147 migrants à bord. L'affaire remonte à l'été 2019, époque où le chef de la Ligue d'extrême droite italienne était ministre de l'Intérieur. La Cour de cassation doit vérifier l'interprétation par le tribunal de Palerme des lois et conventions italiennes et internationales en matière de sauvegarde en mer. Pour rappel, ce n'est qu'après une inspection du navire de l'ONG Open Arms par le procureur d'Agrigente qui avait constaté la situation très critique des migrants que ce dernier a autorisé leur débarquement à Lopendouza. Mais depuis le début de cette affaire et tout au long du procès ouvert en 2021, Matteo Salvini n'a cessé de répéter que défendre les frontières contre les migrants illégaux n'est pas un délit. Et à la veille de sa comparution devant la Cour de cassation, le vice-premier ministre a déclaré sur Facebook vouloir bien accueillir ceux qui le méritent, mais je me passerai volontiers des voyous baby guns et dealers dans mon pays. En somme, Matteo Salvini n'hésite pas à mettre dans le sac tous les migrants secourus par des navires humanitaires.
Point final à cette édition. Merci pour votre attention. Que Dieu nous garde.